On entre dans les buissons que l'on appelle les buissons de lions. Mais on ne voit jamais de lions en plein jour. Ils sont là peut-être à 2 mètres, à 3 mètres derrière un arbre. Eux, ils nous voient, mais nous ne les voyons pas. Ils nous entendent, on ne les entend pas. Ils nous sentent, on ne les sent pas. Pionnier du cinéma ethnographique, Jean Rouch a passé plus de 60 ans de sa vie à parcourir le Niger, le Mali, le Ghana ou encore la Côte d'Ivoire pour produire des films documentaires et des fictions comme on n'en avait jamais vu. Sa caméra a mis à la portée du grand public des traditions inaccessibles telles que les rituels des Dogons du Mali et illustré les enjeux contemporains de l'Afrique de l'Ouest en donnant la parole aux migrants, aux travailleurs et à la jeunesse. Au-delà de l'émerveillement que procurent les images de terrain, et sans prétendre être exhaustif puisque sa filmographie compte près de 130 films, je vous propose un retour sur le travail scientifique et artistique de Jean Rouch. Celui qui a montré qu'on peut à la fois conduire à un travail de recherche de terrain et être un cinéaste parmi les plus influents de son époque. On a déjà parlé de films ethnographiques quand on avait évoqué le travail de Margaret Mead et Gregory Bateson en Indonésie. Mais le film n'était pour eux qu'un support de travail, un moyen et pas une fin. Le livre restant l'objet le plus valorisé dans une perspective universitaire. Les ethnologues publient à cette époque de grandes synthèses sur les peuples qu'ils étudient. Ils interrogent les anciens sur le passé et les traditions, théorisent les fonctions des institutions sociales, etc. Et le cinéma ne paraît pas avoir sa place dans cette entreprise. Il peut collecter les faits, mais certainement pas les analyser. C'est sans doute un préjugé qui colle au cinéma depuis son origine, depuis les frères Lumière qui envoyaient leurs opérateurs partout dans le monde pour filmer sans mise en scène et sans montage, des panoramas et des scènes du quotidien. Mais Rouch, lui, veut faire avec les images animées autre chose qu'un préalable à l'écriture, il veut en faire du cinéma. En réalité, d'autres cinéastes se sont essayés avant lui à un cinéma documentaire au plus près du réel. Parmi eux, il y en a 2 qui ont exercé une influence durable sur Jean Rouch. Le premier est Robert Flaherty, le réalisateur de Nanook of the North, sorti en 1922. Ce film, que Jean Rouch voit à l'âge de 6 ou 7 ans, est un choc esthétique profond. Flaherty rapporte des images époustouflantes, tournées dans des conditions extrêmes et qui témoignent de la condition humaine de manière universelle. L'autre cinéaste qui a beaucoup compté est Dziga Vertov, inventeur soviétique du Kino Pravda, le cinéma vérité. À l'avant-garde de la production audiovisuelle, il refuse tout recours spectaculaire. Dans L'homme à la caméra, sorti en 1929, il monte une unité de lieu et de temps sans scénarisation et expérimente de nombreux effets de montage. À la fin des années 30, Jean Rouch est élève de l'École nationale des ponts et chaussées et fréquente en auditeur libre les cours d'ethnologie de Marcel Mauss à Paris. Diplômé en 1941, il décide de fuir l'occupation allemande et accepte un poste d'ingénieur dans les colonies africaines pour y superviser des travaux publics. À 24 ans, il se retrouve à la tête de 20 000 ouvriers africains à qui il fait construire des routes à travers le Sahel. Mais Rouch a honte de son travail et de l'attitude des colonisateurs. Il veut se mêler aux Africains et se prendre passion pour les rituels qu'il découvre. Ces films ont été faits comme les autres films que j'avais faits jadis. Ce sont simplement des documents montrant des scènes de la vie quotidienne. Un jour, dans un village Songhai, 10 hommes du chantier sont tués pendant un orage, et un rituel de possession est organisé pour apaiser l'esprit responsable de leur mort. Grâce à ses amis nigériens, notamment Damouré Zika, pêcheur sur le Niger qui devient un ami indéfectible, Rouch assiste au rituel de possession. L'amitié a commencé comme ça. Il prend des photographies et publiera ainsi son premier article ethnographique, Aperçu sur l'animisme Sonrai. Après-guerre, en 1946, il décide avec 2 amis ingénieurs de descendre le fleuve Niger en pirogue de sa source jusqu'à l'océan, soit un périple de 4200 km. Avec une caméra 16 mm achetée la veille du départ au marché aux puces de Saint-Ouen et dont il apprend à se servir au fur et à mesure, Jean Rouch ramène de nombreuses images mais qui sont très difficiles à exploiter. L'image bouge sans cesse et les raccords sont impossibles parce qu'il filme alternativement sur les 2 rives du fleuve, ce qui entraîne la confusion du spectateur. Ses premières erreurs lui font prendre conscience d'une règle de base, il faut penser au montage dès le moment du tournage. Il parvient tout de même à vendre un court-métrage, Au pays des mages noirs en 1947,
à une production parisienne, mais les commentaires hors contexte et limites racistes superposés à ces images remontées dans le désordre le convainquent de se charger lui-même de la post-production pour ses prochains travaux. C'est ce qu'il fait dans Les Magiciens du Wanzerbé, tourné en décembre 1948, et dans Initiation à la danse des possédés. Le client insiste, alors Mossy va lire dans la terre. Il attache la brousse, dit « La terre ne ment pas », puis il jette les étoiles. Ces deux films comportent encore de nombreux défauts, la bande-son, le commentaire et des plans manquent peut-être de nuances, mais les bases du cinéma rouchien sont là. Plusieurs de ses premiers films sont primés en festival. Lorsqu'il retourne en Afrique en 1950, c'est avec plusieurs bourses, en plus du CNRS, où il a désormais un poste de titulaire. Le CNC et l'IFAN soutiennent désormais son travail. Ça lui permet de commander un magnétophone dernier cri, mais malheureusement très lourd. On l'oublie aujourd'hui, mais les conditions techniques sont à l'époque assez difficiles. Les pistes sonores, par exemple, ne peuvent pas être enregistrées en même temps que les images, et la caméra portable à ressort ne permet pas de faire des prises de plus de 25 secondes consécutives. Donc pour éviter les faux raccords, Rouch veille désormais à changer d'angle de vue entre chaque prise. Jean Rouch commence en 1950 à abandonner l'idée un peu naïve qu'il ne serait qu'un observateur neutre des situations qui se déroulent devant lui. Conscient de sa responsabilité dans la manière de représenter les événements, il commence à accepter de manipuler légèrement les images et les sons pour donner une représentation plus fidèle de la réalité. Il filme notamment, lors de ce voyage d'études, Cimetière dans les falaises, réalisé à Bandiagara, chez les Dogons, où il a retrouvé Marcel Griol. Celui-ci lui apprend qu'un homme est mort noyé dans un torrent et charge Rouch de filmer les cérémonies de son enterrement. Le film montre notamment le corps hissé au bout d'une corde dans une cavité de la falaise où il doit reposer. Jean Rouch dira plus tard dans une interview que c'est d'ailleurs l'un des plus beaux moments qu'il ait eu la chance de filmer. Durant le même voyage, en 1951, il filme une cérémonie du Yenendi consistant à provoquer la pluie. Là-haut, dans les nuages noirs, les dieux du ciel sont à l'œuvre. Moussa a demandé les nuages et la pluie. Aoussakoy a forgé les pierres de la foudre. Kirei a son éclair prêt à montrer la cible, et Dongo bientôt jettera les terribles pierres de tonnerre. Il filme aussi une chasse à l'hippopotame dans Bataille sur le Grand Fleuve. Entreprise qui, de la fabrique du matériel de chasse et cérémonies préalables jusqu'à la traque et la mise à mort de plusieurs animaux, dure presque 3 mois. 7 harpons dans la tête. Mais le film le plus marquant de cette période reste sans aucun doute Les Maîtres Fous, tourné en 1954. Il montre un rituel de possession en Gold Coast, le Ghana actuel, par des Aokas, des génies Songhai, un culte importé par les immigrants nigériens. Puis le lieutenant casse un œuf sur la tête du gouverneur. Ce rituel emprunte certains aspects du protocole colonial, mettant en scène le gouverneur, général, caporal de garde ou la marche des soldats britanniques, mais aussi sacrifice d'animaux, notamment un chien dont on boit le sang et mange la chair. Transe collective qui manque de dégénérer à plusieurs moments, elle se termine sur l'image apaisée de ses participants retrouvant leur vie normale après la cérémonie. La première projection au Musée de l'Homme à Paris est un scandale. On réclame même la destruction du film qui dévaloriserait les Africains et alimenterait des préjugés racistes. En Gold Coast, au contraire, le film est interdit car il se moque de l'ordre colonial britannique. Néanmoins, le film est primé à la Mostra de Venise et au Festival de Cannes. À rebours des films ethnographiques cherchant à archiver les traditions ancestrales, Rouch est parvenu à montrer l'évolution des pratiques religieuses en train de se faire, dans la lignée de ce que fera Georges Ballandier dans Afrique ambiguë, sorti 2 ans plus tard en 1957. Nous allons te raconter une histoire. Quelle histoire? C'est notre voyage de Kourmi, Ghana, que l'on appelait dans le temps Gold Coast, la côte de l'or. Là où les gens vont chercher de l'argent, des habits et toute la richesse. Toujours en 1954, Rouch tourne Jaguar dont il n'achèvera le montage qu'en 1967, faute de moyens. C'est cette fois-ci une vraie fiction, même si les codes du cinéma direct documentaire sont volontairement appliqués. On retrouve notamment Damouré Zika et Lam Ibrahima Dia, qui accompagnent désormais Rouch dans tous ses tournages. Les dialogues entre personnages sont en voix off par exemple. Ils racontent l'histoire de 3 amis, jeunes hommes qui veulent quitter le Niger pour rejoindre la Gold Coast. Ils réunissent de l'argent, demandent la bénédiction des dieux et se jettent sur la route. Les 3 amis traversent des territoires étrangers et s'étonnent de ce qu'ils voient dans une sorte de road movie ethnographique. Voilà, je suis venu en promenade, je vais passer de l'autre côté, c'est tout simplement une simple promenade quoi.
Les péripéties du voyage sont improvisées au fur et à mesure, mais cette fiction raconte pourtant une histoire vraie, celle des migrants nigériens qui tentent de trouver du travail dans les grandes villes de la côte. Eh ben mauvais, y a pas moyen. J'ai été voir le policier là, les Anglais là. Ils n'ont carte d'identité. Tu sais, douane, police, c'est de gros couillons hein. Cette première expérimentation trouve son aboutissement dans Moi, un noir. Cette fois-ci, c'est en Côte d'Ivoire que Jean Rouch filme en 1956 deux jeunes immigrés nigériens. L'acteur principal, Umaru Ganda, qui deviendra plus tard cinéaste, est à l'époque un docker nigérien du port d'Abidjan. Il raconte sa vie, parle en son nom propre, interpelle même Rouch et sa caméra. Pour moi, c'est seulement le samedi soir que je suis heureux. En dehors du samedi soir, toute ma vie est troublée. Rouch veut lui laisser la parole et raconter d'une autre manière ce qu'il a déjà montré dans Jaguar, sur un ton plus léger. Il faut que je sois moi aussi un homme heureux, comme tous les autres. À sa sortie, Moi, un noir reçoit un accueil chaleureux et Jean-Luc Godard publie 3 articles sur le film dans les cahiers du cinéma. Le film reçoit par ailleurs l'un des prix les plus prestigieux du cinéma français, le prix Louis Deluc. Les années 60 voient Rouch s'intéresser à Paris, même s'il continue à se rendre très souvent au Niger. Avec Edgar Morin en 1960, il réalise Chronique d'un été, sans doute son film le plus célèbre, qui reçoit le Grand Prix de la critique au Festival de Cannes. Les progrès techniques lui permettent d'enregistrer jusqu'à 3 minutes d'affilée d'images et sons synchrones sur une caméra légère pour demander aux Parisiens « Êtes-vous heureux ?» C'est parce que vous appelez heureuse. Heureuse, je suis heureuse en ménage, oui. Rouch et Morin se réclament alors du cinéma vérité, mais le terme fait rapidement débat et l'appellation cinéma direct est préférée à partir de 1963. Rouch filme ensuite La pyramide humaine, qui traite des relations entre Européens et Africains en Côte d'Ivoire à travers une classe mixte du lycée d'Abidjan. L'expérience est chaotique et le tournage avec les adolescents n'est pas aussi convaincant que prévu. Le film a toutefois le mérite d'aborder frontalement le racisme et de montrer un amour naissant entre une adolescente française et un Ivoirien, scandaleux à l'époque, au point d'être interdit longtemps en Côte d'Ivoire. En parallèle, il suit les cérémonies d'Ogon du Sigui, qui se tiennent sur 7 années consécutives entre 67 et 74. La version finale sort sous le titre de Ziggy Synthèse. Cette cérémonie qui se déroule tous les 60 ans lui avait été racontée par Marcel Griaule, mais celui-ci, mort entre-temps, n'aura jamais pu y assister. Quand le rituel s'apprête enfin à être célébré, l'ethnologue Germaine Dieterlin lui propose d'aller le filmer. Mais Jean Rouch ne comprend pas vraiment ce qu'il filme. Au fur et à mesure des années, et grâce au Dogon qui commande certaines projections, un schéma général apparaît. Il s'agit de rejouer la création du monde et les étapes de la naissance des humains, et en particulier l'invention de la parole et de la mort. Les hommes se rasent soigneusement entre eux pour être comme des nouveau-nés. En 1967 sort l'un des films les plus salués par la critique, Lion d'or du documentaire à Venise, et pourtant assez décrié par les ethnologues, La chasse au lion à l'arc. Cette histoire, les enfants, vous ne la vivrez sans doute jamais. Car, quand vous serez grand, personne ne chassera plus jamais le lion à l'arc. Dans ce film, Rouch pose un décor poétique, le pays de nulle part. En réalité, la frontière entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Il filme les chasseurs Go qui partent à la chasse au lion et le relate comme un conte. Un lion s'attaque depuis peu au troupeau et les chasseurs décident de l'abattre. La première expédition est un échec et Rouch revient pendant plusieurs années. Et soudain, c'est la catastrophe. Le lion charge avec son piège, rattrape un berger peul, je m'arrête de tourner, mais le magnétophone continue à enregistrer. Alors, c'est le miracle. Au moment où les autres bergers attaquent à coups de lance, le lion meurt. Petit à petit, j'aurai mon building. Petit à petit, je serai en France. C'est un gratte-ciel que j'aimerais construire. Dans Petit à petit, tourné en 68, Rouch fait jouer à Damour Ezika le rôle d'un ethnologue nigérien à Paris, prenant notamment les mesures des Parisiens dans un reversement total de la science coloniale. 18, 17, 16.
Mais en réalité, c'est les Parisiens. Ils sont pas beaux. Hein. D'abord, ils sont trop petits, puis ils sont pas tellement gros. Il continue après ça à voyager et à produire des films pendant encore 3 décennies, et on va donc arrêter là notre aperçu de sa filmographie. Morin, l'idée de réunir des gens autour d'une table est une excellente idée. Seulement, je ne sais pas si nous arriverons à enregistrer une conversation aussi normale qu'elle le serait s'il n'y avait pas de caméra. Rouch n'est pas un idéologue ou un militant. Il se méfie par exemple de la démarche de Chris Marker, qui est pourtant son ami et dont les méthodes sont assez proches des siennes. Non, si tu crois cela, tu iras en enfer. Alors mes ancêtres, donc, ils sont partis en enfer. Alors, c'est pourquoi je dis, je préfère aller en enfer avec mes ancêtres que d'aller au ciel avec... je sais pas qui, moi. Il revendique pour sa part un anarchisme sans militantisme, dégoûté par la corruption et l'hypocrisie qu'il croise dans les milieux coloniaux et les jeunes États africains indépendants. Il n'aborde jamais ces questions politiques dans ses films, ce qui lui a d'ailleurs été reproché. Mais il ne voulait pas émettre un jugement avec des valeurs européennes et paraître impérialiste. Le concept clé de sa filmographie reste finalement celui d'anthropologie partagée. Ni militant, ni bienfaiteur, il filme d'abord par plaisir personnel et pour montrer une réalité au plus grand nombre. À l'opposé de l'extorsion d'informations que Marcel Griaule opérait chez les Dogons, Rouch reçoit la relation entre l'ethnographe et son interlocuteur comme un échange. C'est pour cela qu'il organise souvent des projections en Afrique pour les personnes qu'il a filmées. Ces projections donnent lieu à de véritables séances de réflexion et les spectateurs orientent souvent la suite du projet, en proposant de nouvelles idées qui débouchent sur de nouveaux films. Le partage est aussi celui de ses amis et complices de tournage. Ce sont en particulier Damouré Zika et Lam Ibrahima Dia qui sont acteurs, scénaristes et assistants. Avec Rouch, le trio prend le pseudonyme de Dalarou qui apparaît au générique de Cocorico Monsieur Poulet. Moussa Hamidou, preneur de son et complice, participe lui aussi à tous les films tournés au Niger. Ensemble, ils partagent les recettes des films. Mort d'un accident de voiture au Niger en 2004 et enterré au cimetière de Niamey, Jean Rouch est, paraît-il, devenu un génie du fleuve. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'aller découvrir quelques-uns de ces films. N'hésitez pas à commenter, liker et surtout soutenir financièrement la chaîne si vous le pouvez via Utip ou Tipeee. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Salut. Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux? Elle dit qu'est-ce que ça peut vous foutre? S'il vous plaît.